Est-ce qu'en ligne, vous pouvez tous voir le PowerPoint? Oui, 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 je vois. Jean-Michel Bécavin. Oui, je le vois. Alors, j'entends personne. Est-ce que vous pouvez éventuellement répondre sur le chat ou désactiver votre micro? Désactiver le micro. Super, je vous remercie. On va pouvoir débuter. Bon, bah, je vous remercie déjà toutes et tous pour votre présence, hein, c'est un vif succès. C'est vrai qu'habituellement, on n'a pas autant de succès pour nos formations assesseurs, donc je vous remercie déjà de vous être déplacés. Je vous remercie. Est-ce que certains et certaines d'entre vous ont déjà tenu des bureaux en tant qu'assesseurs? Oui? Donc pour la plupart, on va dire qu'on a la moitié de personnes qui débutent. Donc j'ai entendu, certaines personnes ont déjà été là en tant que scrutateurs pour faire le dépouillement. Oui, aussi. Oui. Vous n'entendez pas, monsieur. Alors, est-ce qu'on peut peut-être vous trouver, oui, une place peut-être plus proche de moi? Merci, monsieur. Je vous laisse vous installer. Merci. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et pour votre temps que vous allez consacrer pour la mairie du 6e, et notamment pour la tenue du bureau de vote, donc pour le dimanche prochain. Donc là, on va faire la formation. Donc, je vais vous rappeler la tenue d'un bureau de vote, la réglementation, quelles vont être vos missions. N'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions si jamais ce n'est pas clair. Et tout ce que je vais vous dire là, on va vous renvoyer après le support par mail ou on peut éventuellement vous l'imprimer pour celles et ceux qui n'auraient pas accès à un ordinateur. Alors, les élections européennes. Donc, on vous résume ici. Attendez, je vais juste vous enlever ça, ce que vous voyez moins bien. Hop, super. Donc, pour les élections européennes, le petit résumé. Donc, c'est un format assez spécifique, un déroulement sur plusieurs jours. Donc, les élections, elles débutent le 6 juin. Elles débutent par les Pays-Bas. Le premier pays a commencé le vote et se terminera le 9 juin. Donc, le dernier pays, ça va être l'Espagne. Un seul tour, parce que les élections sont prévues à la proportionnelle, et également un nombre important de candidats. Donc, déjà en 2019, ça avait été un record. Pour autant, là, cette année, on a encore atteint un nouvel record parce qu'on a 38 listes. Vous avez peut-être déjà entendu parler, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une disposition et une logistique assez importante au niveau de la mise à disposition des bulletins de vote sur les tables de décharge. On a également une spécificité, notamment la présence d'électeurs européens, donc c'est-à-dire que vous allez avoir 2 listes d'émargement. Donc vous allez vous occuper de faire signer les électeurs, les faire émarger, mais également de procéder au contrôle d'identité avec le président. Pour autant, pour les autres scrutins, on a une liste principale. Là, on a la présence d'électeurs européens, donc vous allez avoir 2 listes d'émargement. Pour autant, on a 110 électeurs européens sur le 6e, donc la deuxième liste va être assez succincte. Mais voilà, il faut bien l'avoir en tête. Enfin, les résultats définitifs seront communiqués à 23 heures pour attendre le dernier bureau qui doit fermer aux alentours, je pense, de 22 heures en Espagne. Pour autant, à 20 heures, vous aurez comme d'habitude les sondages et les résultats estimés sur tous les JT. Enfin, une nouvelle expérimentation sur les conditions d'accueil des sites de bureaux de vote. Donc, pour les électeurs et électrices, sur certains bureaux signalés, notamment les bureaux en mairie, à Bellecombe ou à Créqui, on va avoir une signalétique particulière avec des kakémonos qui vont rappeler les différentes étapes du vote, mais également les panneaux en hauteur d'enfants pour que tous les enfants puissent voir quand les personnes viennent voter en famille, que les enfants puissent comprendre ce qui se passe sur les bureaux de vote, et également des balises pour les personnes malvoyantes. Donc sur les... Alors je vous laisserai parler dans le micro, excusez-moi, juste appuyer au milieu. Sur les mesures européennes ou purement locales? Pour les kakémonos? Ouais, toutes ces. C'est totalement local. Voilà, une expérimentation sur la ville de Lyon. D'accord. Ensuite, pour les membres de bureau de vote, alors là, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans cette configuration. Pour autant, généralement, pendant les élections, on est sur des périodes de forte chaleur. Donc cette année, on a essayé de faire en sorte d'améliorer le confort de tous les membres de bureau et d'avoir des points fraîcheur sur chaque site, et notamment dans les gymnases, avec des ventilateurs et des brumisateurs sur chaque bureau de vote.
Pour le moment, le temps qui est prévu est plutôt clément. On ne sera pas encore en forte canicule, mais voilà, ça sera bien prévu pour vous. Et enfin, l'incidence de France Identité. Donc, on a une nouvelle application qui a été mise en place début d'année qui permet d'avoir sa carte d'identité en format numérique via une application. Ça va vous concerner parce que certains électeurs vont vouloir voter via l'application. Ils vont vous présenter leur carte d'identité numérique. Pour autant, ça ne fait pas partie des pièces d'identité acceptées et valables pour aller voter. D'accord? Il faut bien le format original. On en reparlera un peu après. Et pareil, c'est une inauguration des procurations 100% dématérialisées. Pour les personnes qui ont justement eu un profil sécurisé via l'application France Identité, elles ont pu cette année faire une procuration sans se présenter auprès d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Donc ça, c'est pareil, vous allez avoir des personnes qui vont se présenter et qui vont vous dire qu'ils ont une procuration 100% dématérialisée. Pour autant, si elle n'est pas bien sur la liste d'émargement, on ne peut pas la prendre en considération via le portable. Pareil, je referai un petit point là pendant la formation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui. La carte d'identité nationale, mais oui, effectivement, pour les électeurs européens, on prend une carte d'identité du pays. Ou un passeport, bien sûr. Oui, oui, du pays, bien évidemment. Oui, oui. Bien sûr. Ils sont sur la deuxième liste. Il y a deux listes. Vous avez une liste principale avec les électeurs français et la deuxième liste pour les électeurs européens qui sont bien inscrits. Oui, oui, bien sûr. Bah, pour tout électeur doit être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Ça fait partie du b.a.-ba, effectivement. Alors, la carte d'identité est valable 10 ans plus 5 ans pour les anciens modèles. Pour pouvoir voter, vous pouvez avoir une carte expirée de 5 ans. Ça, c'est accepté sur les bureaux de vote. Et pour les nouveaux formats, c'est valable 10 ans. La carte d'électeur n'est pas nécessaire? Non, la carte d'électeur n'est pas nécessaire pour pouvoir voter. Il faut simplement un titre d'identité valable. Elle sert à quelque chose, cette carte d'électeur? Tout à fait. La carte d'électeur sert simplement à tamponner, à dire que vous avez voté, à vous retrouver plus facilement pour les employés, pour les assesseurs. Mais la carte d'électeur n'est pas nécessaire pour voter. D'accord? On reviendra sur ces points spécifiquement plus tard dans la formation, si vous voulez. Alors du coup, on fait un point sur la composition obligatoire d'un bureau de vote. Donc pour pouvoir être réglementaire, un bureau de vote doit être composé d'un président, d'au moins 2 assesseurs, et d'un secrétaire. Donc le secrétaire, il est choisi par le président parmi les assesseurs et ou parmi les électeurs de la commune, si jamais nous n'avons pas de secrétaire sur le bureau de vote. Doivent être présents en permanence le président ou son suppléant et son assesseur. Donc toute la journée, on doit avoir 2 membres du bureau en permanence présents de 8 heures jusqu'après le dépouillement. Oui. Alors vous pouvez prendre des pauses dans la journée, puisque vous êtes normalement, comme je disais, au moins 3 membres du bureau pour pouvoir ouvrir à 8 heures et 3 membres du bureau pour pouvoir fermer à 20 heures. Donc, dans la journée, doivent être toujours présents 2 membres de bureau. OK? Alors, pour le président doit être présent sur le bureau de vote à partir de 7h30. Avant le scrutin, il ouvre le scrutin et il prend 2 clés. Il en remet une à un assesseur. Donc, vous aurez en disposition une clé de l'urne. Le président en aura une deuxième. Le président veille également au bon déroulement des opérations de vote, est responsable de l'organisation et de l'agencement du matériel en BV et il veille au calme et à l'ordre. Il assure seul la police de l'Assemblée. D'accord? Le président prendra toujours le dernier mot, il a la police de son bureau de vote. À la fin du scrutin, le président procède à la clôture du scrutin à 20 heures, mais tous les électeurs qui sont déjà présents dans le bureau peuvent voter. C'est-à-dire que le bureau officiellement pourra fermer à 20h05, 20h10, le temps que tous les électeurs présents puissent voter. Il est responsable de toutes les opérations de dépouillement et du contrôle du travail des scrutateurs. Il vérifie l'établissement du PV, ainsi que le nom et les signatures de tous les assesseurs et les délégués qui figurent
dessus. Et à la fin, bien évidemment, il s'occupe de la proclamation des résultats. Pour les assesseurs. Donc, les assesseurs sont là, vous êtes là, pour surveiller la régularité et la sincérité des opérations de vote. Vous allez vérifier l'identité des électeurs et les faire signer sur les listes d'émargement. Et à la fin, vous allez signer les PV et les listes d'émargement. C'est pareil, vous ne pouvez pas partir sans avoir signé tous les documents obligatoires. Les assesseurs, ce sont soit des assesseurs citoyens, bénévoles, ou des assesseurs désignés par des listes politiques. Le secrétaire est désigné par le président parmi les assesseurs présents. Et en cas d'absence, il sera remplacé par l'assesseur le plus jeune. Il n'a qu'une voix consultative dans les délibérations du bureau de vote. Vous allez avoir un employé de mairie sur votre bureau. Pour autant, juridiquement, il n'est pas un membre du bureau, mais il est là pour vous assister et faire le lien avec nous en centralisation. Est-ce que vous avez des questions sur la composition de votre bureau de vote? Alors, les présidents, réglementairement, ce sont des anciens élus ou des élus actuels. Alors, le secrétaire du bureau de vote peut être un assesseur. Un assesseur peut être secrétaire du bureau de vote. Il peut cumuler les fonctions. Oui, plus le secrétaire du bureau de vote. Alors, normalement, on doit avoir un président, 2 assesseurs, un secrétaire du bureau de vote, à savoir que l'assesseur peut cumuler ses fonctions avec le secrétaire du bureau de vote. C'est clair? Ouais. L'employé de bureau de vote. Donc, il s'agit d'un employé de mairie qui va venir s'occuper de la logistique, donc d'installer le bureau, s'occuper de l'établissement des 2 procès-verbaux, et également faire toutes les recherches nécessaires et faire le lien avec nous en centralisation. Donc, quand il arrive à 7 heures sur son bureau de vote, c'est lui qui procède à la mise en place des bulletins sur les tables de décharge, à l'affichage obligatoire à la signalétique. Également, pendant le scrutin, il va faire toutes les recherches. Par exemple, un électeur qui se présente devant vous, que vous ne trouvez pas sur vos listes d'émargement, il faut bien l'envoyer vers l'employé de bureau de vote qui a un double de la liste des électeurs et qui peut rechercher et faire appel à nous en centralisation pour le retrouver ou pour voir s'il a été radié. Vous ne pourriez pas répéter ça parce que ça m'a l'air compliqué. Alors, dites-moi, l'employé de bureau de vote, il est là pour vous aider et faire les recherches d'électeurs. Si jamais un électeur se présente et que vous ne le trouvez pas sur vos listes d'émargement, Et alors, je fais quoi? Je vais voir ailleurs s'il y est. vous allez voir votre employé de bureau de vote. Vous allez avoir le président, les 2 assesseurs et l'employé de bureau de vote. Il est avec vous directement. Quand vous arrivez sur votre bureau à 7h30, il est déjà là de toute manière. C'est clair? Ensuite, pareil, si un électeur se présente avec une procuration, il faut l'envoyer automatiquement vers votre employé de bureau de vote, car également, il les prend en considération. Et à la fin, ça fait partie des indications obligatoires à faire apparaître sur le PV. Il s'occupe aussi de toutes les cartes en retour. Donc, si un électeur se présente et qu'il n'a pas sa carte d'électeur, il faut aussi le faire aller voir l'employé de bureau de vote qui, lui, pourra peut-être le remettre. Peut-être que la carte a été envoyée et qu'elle nous est revenue NPAI. Donc, à ce moment-là, il faut bien l'envoyer vers l'employé de bureau de vote et ça sera à lui de lui remettre la carte. Il devra repasser en mairie pour faire régulariser sa situation. D'accord? Toutes ces informations-là, de toute façon, elles vous seront répétées le jour quand vous allez arriver à 8 heures. Enfin, 7h45. Et ensuite, l'employé de bureau de vote, il est bien là pour faire le lien avec nous en centralisation sur tout problème dans le bureau de vote. À la fermeture, il doit nous téléphoner à la fin du dépouillement de la première centaine pour nous faire remonter les premiers résultats, c'est une obligation, et à la fin, lors des résultats définitifs. Ensuite, le point sur les partenaires de votre bureau de vote. Donc, vous allez avoir dans la journée des délégués de partis politiques qui vont venir voir et vérifier que tout se passe bien sur votre bureau et vérifier la régularité. Donc, à ce moment-là, ils peuvent demander de voir l'accès au procès-verbal. Donc, normalement, il va venir voir l'employé de bureau de vote, ils ont l'habitude. Donc, si jamais un délégué de liste se présente, il faudra bien l'envoyer aussi vers l'employé de bureau de vote. D'accord ?
Alors, vous avez la liste sur le bureau, on a tous les récépissés pour que ce soit le président, les assesseurs, les délégués de liste. Donc, vous avez la liste des personnes qui peuvent venir sur votre bureau de vote. Donc, généralement, les délégués, ils passent dans la journée plusieurs fois. Donc, ça se trouve, ils vont passer dans la matinée, ils ne vont pas vouloir signer le procès-verbal, parce que c'est obligatoire, mais ils repasseront peut-être à 20 h pour pouvoir le signer. Ils viennent observer et bien vérifier toute la régularité sur votre bureau. Ensuite, les scrutateurs. Donc, certains et certaines d'entre vous ont déjà été scrutateurs. Donc, ils sont chargés d'opérer sur le dépouillement des votes. Donc, ils sont désignés pendant la journée par le président et les assesseurs. Donc, il en faut 4 par table et pas plus de tables de scrutateurs que d'isoloirs. Donc, généralement, on a à peu près entre 2 et 3 tables de dépouillement, ce qui fait entre 8 et 12 scrutateurs à recruter dans la journée selon votre nombre d'électeurs. Alors attention, il ne faut pas vous dire on a 38 listes, on va recruter une vingtaine de scrutateurs, ça ira plus vite. Réglementairement, vous devez bien vous limiter au nombre d'électeurs par bureau. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un bureau à 800 électeurs, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 tables de scrutateurs. OK? Enfin, le dernier partenaire de votre bureau de vote, la commission de contrôle, qui est composée de 3 membres, un magistrat, un délégué de la cour d'appel et un délégué désigné par le préfet, et elle vient vérifier toutes les opérations de vote et la régularité de votre bureau. Donc cette commission, elle passe chaque année dans la matinée ou dans l'après-midi, et elle peut vous faire toute observation et faire remonter toute consigne aussi à la préfecture. Elle a le pouvoir aussi de faire annuler un bureau si jamais elle constate une irrégularité. D'accord? Donc là que la commission de contrôle passe, elle a aussi un rôle de préconisation et de conseil avant d'arriver à la fermeture du bureau, mais elle peut vous dire, elle peut observer par exemple que le tas de bulletins sur la table de décharge n'est pas égalitaire, donc bien faire attention. Elle peut constater que les poubelles n'ont pas été vidées avec des bulletins émergents ou des bulletins qui restent dans les isoloirs, donc bien faire attention. D'accord? Et c'est pareil, si jamais la commission de contrôle se présente, l'employé de bureau de vote est au courant, mais bien nous le faire remonter en centralisation. Oui, je vous en prie. Oui. Oui. 38. Il y a 38 listes. Non, parce que ça a été la mauvaise surprise de la semaine dernière. Exactement. Alors, on a reçu pour le moment 23 listes de bulletins sur les 38. Pour les listes qui ne nous fourniraient pas de bulletins, ce qui est prévu, c'est de mettre des emplacements vides avec une feuille blanche A4 avec le nom du candidat. Pour autant, les électeurs peuvent également imprimer chez eux en format A4 en noir et blanc les bulletins de vote et venir les mettre directement. Oui, exactement. Pour autant, ça ne le dispense pas de passer par l'isoloir et de prendre plusieurs bulletins. Forcément A4. Le format est A4. Si jamais le format n'est pas réglementaire, ça ne sera pas accepté. Oui. Ah si, en 2022, nous avons eu 2 fermetures de bureaux pour cause de cadenas non fermés sur les urnes. Les cadenas étaient mal fermés. Oui, bien évidemment, c'est une faute d'inattention, mais pour autant, ce que je vous dis, c'est que ça arrive sur la commune de Lyon, ça arrive à chaque scrutin. Donc, bien être alerte et bien faire attention à toutes les réglementations. Les votes sont... Alors, le signalement, il est fait auprès de la préfecture. Donc là, c'est à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc, c'était le juge responsable était le Conseil constitutionnel. Donc, le délégué du Conseil constitutionnel avait ensuite avait décidé de l'annulation de bureaux sur la ville de Lyon. Bien sûr.
C'est pour ça qu'on vous dit, quand la commission de contrôle passe, elle a un rôle de préconisation, mais aussi de sanction. Donc, bien faire attention à toutes les remarques qu'elle va vous faire et toutes les observations. Et pour autant, elle peut aussi demander à faire une observation sur votre procès-verbal à ce moment-là. Alors, nous, le président est responsable de la mise à disposition des bulletins. Pour autant, chaque liste doit nous mettre aussi à disposition des bulletins. Donc, pour les listes, on en a, du coup, on en a 23. Donc, il nous en reste quand même 14 manquantes. Donc, pour ça, malheureusement, l'électeur va devoir imprimer son bulletin, pardon, à domicile. Bah, malheureusement, après, voilà, nous... Après, voilà, il est censé avoir le secret du vote, donc voilà. Alors, ça arrive assez fréquemment avec les petites listes. Hein. Généralement, on a très peu de bulletins. Hein. Par exemple, à titre d'exemple, là, sur notre arrondissement, pour les plus grosses listes, on a 36 000 bulletins, et puis pour les plus petites, on en a 2 000. Donc voilà, il faut faire bien attention et bien informer les lecteurs que pour les plus petites listes, peut-être, oui, pouvoir imprimer le bulletin à domicile. Pas signé, en fait, ça fait des marques, pas exprimé. Alors, c'est-à-dire que l'électeur doit voter, doit figurer sur la liste d'émargement, il doit pouvoir voter, peu importe après ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais... Alors, nous, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, parce qu'on peut aussi avoir un vote nul et un vote blanc. Donc, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de... On n'a pas à les vérifier, nous, à ce moment-là, pendant la journée, à l'intérieur de l'enveloppe. Oui. Alors, chaque liste est chargée de l'impression et après, c'est conditionné par une société privée, il me semble que c'est Coba, qui nous renvoie ensuite les... Exactement, par les services de la préfecture, oui. Donc, c'est bien un format A4. Normalement, vous êtes censé recevoir la propagande électorale, oui. Oui. Impression, oui. Alors, on a toujours avec des... Le problème, c'est que le conditionnement... Ah, c'était sur les programmes. Mais après, il y a toujours sur des conditionnements aussi importants, des petits défauts d'impression. Ça peut arriver. Hein. Oui, oui. Mm. On peut poursuivre si vous voulez. Donc, l'ouverture. Donc, vous devez, arriver sur votre... Excusez-moi. Vous devez arriver sur votre bureau à partir de 7h45, entre 7h30 et 7h45, pour pouvoir débuter et pour qu'on puisse bien vérifier que la composition du bureau est bien présente. OK? Donc, le premier électeur arrive à 8h. Il constate que l'urne est vide avant que les opérations de vote ne commencent. Donc, le président lui fait constater et ensuite débute les opérations de vote. À ce moment-là, le président a 2 clés. Il va fermer l'urne avec les 2 clés. Une clé qu'il va conserver lui-même et une clé qu'il va vous remettre. Les 2 clés doivent toujours rester sur le bureau de vote. C'est-à-dire quand vous allez vous absenter pour la pause déjeuner ou dans la journée, la clé doit rester. Vous devez laisser votre clé. Ça, c'est pareil. La commission de contrôle, quand elle passe sur votre bureau, c'est la première chose qu'elle demande. Elle demande où se trouvent les 2 clés. Si une clé n'est pas là, malheureusement, ça peut conduire à une annulation de bureau. D'accord ? Le président et un assesseur conservent les 2 clés. Bien sûr, oui, oui. Mais il faut bien avoir ça en tête, que les 2 clés doivent rester sur le bureau toute la journée. Donc, bien évidemment, les urnes sont bien fermées à clé.
Donc là, l'exemple de l'urne vide à 8 heures, les cadenas bien fermés, la clé, le président conserve une clé et remet l'autre à son assesseur. Le parcours de l'électeur. L'électeur qui va venir sur votre bureau de vote doit prendre une enveloppe. Donc les enveloppes cette année sont de couleur craft. Et le bulletin d'au moins 2 candidats. C'est une obligation. D'accord? Il faut respecter le secret du vote. Donc ça fait partie des affiches et des réglementations impératives sur votre bureau. L'électeur doit prendre au moins 2 à 3 bulletins de vote pour garantir le secret du vote. C'est pour ça que quand on évoquait le fait d'imprimer les bulletins chez soi, ça ne dispense pas de prendre d'autres bulletins en arrivant sur le bureau. OK? Ensuite, vous et le président. Alors non, vous n'êtes jamais dos face aux électeurs, vous êtes toujours de face. Ah bah oui, parce qu'il faut pouvoir surveiller ce qui se passe sur le bureau de vote. Vous êtes là pour contrôler la régularité des opérations. Oui, oui. Ah bon. Alors normalement, on est censé vérifier que vous prenez au moins 2 à 3 bulletins. Après, voilà, je ne peux pas vous dire spécifiquement sur quel bureau c'était. Sur la configuration, peut-être que c'était sur un double scrutin, donc la configuration était un petit peu différente. Pour autant, il faut bien respecter le secret du vote et passer également par l'isoloir. Pareil, on a certains électeurs par moment qui viennent directement avec des bulletins qu'ils ont imprimés chez eux. Ils doivent obligatoirement passer par l'isoloir. C'est une obligation. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie du parcours obligatoire de l'électeur. Et ça sera bien signalé sur les sites, donc en mairie, à Bellecombe et à Créqui, où vous allez bien avoir étape par étape le parcours de l'électeur comme ce que je vous ai montré ici. 3. Mairie, Créqui et Bellecombe. Chaque table des bulletins, avec une pancarte, c'est obligatoirement une enveloppe de bulletins, même si vous voulez, ça comprend que c'est la logique. Justement, c'est testé là. Alors normalement, vous avez les affiches obligatoires, l'affichage des réglementations sur le bureau où on parle bien des cartes d'identité, du secret du vote et toutes les dispositions obligatoires de l'électeur. C'est bien affiché sur chaque bureau. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est affiché, ce sont des affiches. Oui, oui. Oui, allez-y. Oui, alors pendant le Covid, effectivement, il y avait des consignes un petit peu particulières vu le contexte. Là, pour le moment, là, on est revenu aux consignes classiques. On poursuit? Donc ensuite, une fois passé par l'isoloir, l'électeur doit pouvoir présenter un titre d'identité car vous devez vérifier son identité. Elle doit bien correspondre à celle que vous avez sur la liste d'émargement. Donc éventuellement la carte d'électeur, ce que je vous disais, la carte d'électeur n'est pas obligatoire pour aller voter. Pardon? Ah non, non, non. Une carte d'électeur seule ne suffit pas pour pouvoir aller voter. Il faut qu'on puisse justifier de votre identité. Donc pour les titres d'identité, il faut que ce soit un titre d'identité avec photo. Donc une carte nationale d'identité, un passeport, une carte vitale avec photographie, un permis de chasse, une carte d'invalidité, une carte de fonctionnaire d'État. C'est pareil, la liste, elle est bien affichée sur votre bureau. Donc vous pouvez la vérifier. Carte vitale avec photographie. Et pareil, les nouveaux permis de conduire format Union européenne avec photographie. D'accord? Un électeur qui se présenterait avec un format dématérialisé sur son portable n'est pas acceptable. D'accord? Il faut l'original. Alors là, on laisse le président, c'est sous l'appréciation du président. Pour autant, si c'est un titre d'identité valable, on peut quand même présumer. Oui, bien sûr, on présume que il s'agit bien de la bonne personne. Oui.
Non. Les nouveaux permis de conduire format Union européenne, ce sont les nouveaux. Les roses ne sont pas acceptées pour aller voter. Non. Vous avez jusqu'en 2033 pour refaire votre ancien permis de conduire. Oui, alors pour les autres, pour les citoyens européens, ce que j'avais la question tout à l'heure, pareil, un passeport ou une carte nationale d'identité. Après, ils peuvent aussi présenter une carte vitale avec photographie. Ah, moi, je peux parler que du 6e. Je vous disais, il y a 117 électeurs européens sur le 6e, ce qui est pas énorme. C'est 3-4 électeurs par bureau de vote, on en a 35. Ce que je vous disais, la deuxième liste d'émargement, elle va être succincte, c'est une page. Hein. Oui. 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 La liste a été validée par, oui, merci, validée par le ministère de l'Intérieur et après via les préfectures. Voilà, c'est une liste officielle des titres pour pouvoir aller voter. Je ne peux pas après vous dire exactement pourquoi les anciens permis de conduire ne sont pas acceptés. Oui, c'est sûr que si vous nous présentez un permis de conduire de 50 ans, forcément, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, une fois que la carte d'identité et que l'identité a bien été vérifiée, il faut rechercher l'électeur sur votre liste d'émargement, donc liste principale ou liste complémentaire européenne. Seulement et si l'électeur est bien inscrit, il peut procéder au vote et glisser son bulletin dans l'urne. On attend bien la vérification. On a souvent cette erreur, et c'est vrai que voilà, je vous regarde parce que ça concerne souvent les assesseurs, les présidents, d'aller un petit peu trop vite en besogne et de faire voter l'électeur avant la vérification. Il faut bien vérifier que l'électeur est inscrit sur liste avant de le faire voter. D'accord? Et ensuite, à la fin, vous faites signer la liste d'émargement. Alors, après qu'il ait voté. Oui. Alors, on vous montre le parcours je vous montre le parcours du citoyen et puis après, je prends toutes les questions. Alors, c'est une obligation, hein, l'électeur doit émarger. Si jamais vous avez un électeur qui ne veut pas émarger, vous le renseignez, vous renseignez bien. Donc, l'électeur n'a pas voulu émarger, vous le mettez sur la liste d'émargement et également sur les 2 procès-verbaux. OK. Mais c'est au président d'avoir le dernier mot sur ce type de comportement. Alors, le parcours de l'électeur, donc il se présente à son bureau de vote. Il prend les bulletins d'au moins 2 à 3 candidats. Il passe obligatoirement par l'isoloir. Il ferme l'isoloir. Il présente sa carte d'électeur, en l'occurrence, c'est sa carte d'identité. On le recherche sur la liste d'émargement. Il peut voter. Et ensuite, on le fait émarger via la réglette. Et non, alors le président ou la personne qui prend la suppléance du président en cas d'absence vérifie l'identité et les assesseurs font émarger. Mais dans la journée, vous pouvez tourner. Les 2 assesseurs, il n'y a qu'une liste d'identité, il n'y en a pas 2, pour chacun des assesseurs. Non, il y a 2 listes, 4 listes d'émargement cette année. Les 2 listes d'émargement, elles sont pour les assesseurs. Et les doubles sont pour l'employé de bureau de vote qui peut vérifier en même temps que vous la qualité au nom de l'électeur, enfin sur la liste des électeurs. Oui, oui, on vous l'a montré tout à l'heure. Oui, bien évidemment, le premier électeur constate que l'urne est vide avant de pouvoir
fermer l'urne et procéder au premier vote. Oui, oui, et on peut commencer le vote. Sur la fin du parcours, donc, on procède, on peut tamponner à la date la carte d'électeur si l'électeur l'a bien présentée. Et voilà, c'est terminé sur ce parcours. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le parcours de l'électeur? Alors, je vais regarder, parce que... Oui. Alors, le président a la police de son assemblée. Donc, c'est à lui d'apprécier au cas par cas quelle est l'attitude à adopter sur son bureau en cas d'incident. D'accord? Exactement. Alors, je vais regarder sur le chat si on a quelques questions, parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé depuis le début. Alors, faut-il présenter un justificatif? Faut-il présenter un justificatif au président prouvant qu'on est désigné assesseur? Oui, vous pouvez montrer votre carte d'identité. On vérifie bien sur les récépissés au matin pour vérifier votre identité. Vous aurez bien le support. Je vous l'enverrai. Et je suis inscrite dans un bureau de vote 3e. Comme je le disais, vous pouvez dans la journée vous absenter sous couvert d'avoir bien les 2 membres présents en permanence sur votre bureau. OK. Oui. Mhm. Oui, dans la journée, sous couvert d'avoir les 2 membres du bureau présents, vous pouvez vous absenter à la pause déjeuner ou dans la journée pour aller voter. Voilà, et très bonne remarque, et de bien laisser les 2 clés sur le bureau de vote avant de partir. Voilà, très bien. Et qui enlève les bulletins de vote dans les isoloirs? Qui les enlève? Alors, c'est vous, le président, vous et l'employé de mairie quand il a le temps. Tout le monde doit contribuer, effectivement. Exactement. Et pareil, sur les bulletins de vote, bien vérifier qu'ils sont tous à hauteur égale. Voilà. Bien évidemment, on a des bulletins en moins grand nombre. Donc, bien faire attention dans la journée que ça reste quand même assez équitable. On ne va pas les mesurer à la règle. La commission de contrôle, elle surveille, elle ne va pas jusque-là non plus. Mais voilà, bien faire attention que les tasses soient bien réparties équitablement sur les tables de décharge. Et vider les isoloirs. Ouais. Les papiers, vous les jetez à la poubelle, car même si pour vous, le bulletin n'a pas été utilisé, pour autant, vous pouvez passer à côté d'une indication ou d'un signe distinctif qui ferait que les bulletins deviendraient nuls. Donc, tous les bulletins qui passent par l'isoloir, on les met à la poubelle. Ah bah régulièrement, selon les passages des électeurs. Voilà. Vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs temps. Il y a des temps où on a beaucoup de monde, surtout le matin, et puis en après-midi, c'est un peu plus calme. On ne sait pas cette année. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai appuyé. Alors, on poursuit si vous voulez bien. Donc, le parcours de l'électeur. Donc là, on évoque la possibilité d'avoir une personne porteuse de handicap qui se présenterait sur votre bureau. Elle doit bien passer par l'isoloir également. Elle peut se faire assister par la personne de son choix. Et le président peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter son vote. Sur le bureau, vous allez tous avoir le guide du bureau handi accueillant qui résume bien toutes les règles d'or de l'accueil des publics handicapés. Donc, si un électeur ne peut pas signer sur la liste d'émargement, il faut bien mettre la mention « ne peut signer lui-même » et faire signer la personne qui l'accompagne. D'accord? Et donc après, si un électeur refuse de signer la liste d'émargement sur un autre cas alors qu'il est en état de le faire, donc la liste est bien émargée par l'assesseur chargé du contrôle et cette mention est portée en mention du procès verbal. D'accord? Alors, les cas particuliers au moment du vote. Oui. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, l'électeur doit émarger, peu importe après la signature. Non, non.
Et surtout, bien faire attention de faire émarger sur la bonne colonne. C'est pareil, ça peut arriver, malheureusement. Donc, normalement, vous avez la réglette qui vous permet de déterminer la bonne colonne. Donc, bien faire attention de ne pas vous tromper de colonne parce que les lecteurs ne vérifient pas forcément non plus. D'accord? Voilà. Donc, l'électeur ne peut pas voter s'il ne présente pas de titre d'identité. Donc, ça, on l'a mentionné déjà tout à l'heure. Et s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Pareil, donc, les électeurs doivent être inscrits sur la liste d'électeurs. Ils avaient jusqu'au 3 mai pour le faire s'ils n'étaient pas inscrits. Donc, vous allez avoir des personnes qui vont se présenter devant vous, qui pensent être inscrits, mais qui ne le sont plus. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas les faire voter s'ils ne figurent pas sur la liste d'émargement. Vous les faites basculer vers l'employé de bureau de vote, pardon, qui va pouvoir vérifier sur sa liste des électeurs en même temps que vous et pouvoir appeler la centralisation, donc nous-mêmes, pour qu'on puisse vérifier tous les mouvements sur les listes, s'il y a une radiation récente ou s'il y a eu un problème au niveau de son inscription. Et à ce moment-là, selon les cas, on peut l'envoyer au tribunal judiciaire pour avoir une inscription judiciaire. C'est le seul cas possible où on peut rajouter un électeur sur votre liste d'émargement et ça sera l'employé de bureau de vote qui s'en occupera. D'accord ? Je rappelle que c'est prohibé de rajouter un électeur vous-même à la main. Seul l'employé de bureau de vote est habilité à le faire sous couvert de notre contrôle en centralisation. Oui, madame. Oui. Tous les jeunes de 2005 sont inscrits d'office par l'INSEE. Ils n'ont rien besoin de faire pour tous ceux qui sont bien évidemment nés avant le 9 juin. Si, tous ceux qui sont nés avant le 9 juin sont inscrits d'office. Rien besoin de faire. Le 9 juin inclus, j'ai un doute. Le 9 juin peut être inclus. Après, il faut vérifier. Généralement, ils nous appellent pour faire les vérifications. Le 9 juin peut être inclus. Je pense que c'est possible, oui. Ouais. Le 9 juin inclus. Allez, je tranche. Je vous en ai parlé en début de session. Donc, le justificatif d'identité français d'identité n'est pas recevable pour pouvoir voter le jour du scrutin. Alors, c'est l'application France Identité. Donc, l'application permet d'avoir son titre d'identité sur son portable directement et aussi son permis de conduire. Pour autant, ça ne fait pas partie des titres acceptés pour pouvoir procéder au vote le jour du scrutin. D'accord, alors on fait comment s'il n'a rien d'autre? Eh bien, vous ne pouvez pas le laisser voter. Il ne peut pas voter. Je fais taper dessus. Alors non, non, ça n'arrive pas. Bon, pas de truc sur le portable. Alors, pareil, suite aux dernières lois, notamment relatives au changement de nom, il peut y avoir une discordance entre le titre d'identité présenté et la liste d'émargement. Pour autant, ça peut arriver des personnes qui ont changé de nom ou de prénom donc, et qui n'ont pas fait modifier leur titre d'identité. Ça arrive assez fréquemment. On laissera le président apprécier à ce moment-là s'il peut faire voter ou non la personne et l'électeur qui se présentera. D'accord? Généralement, les personnes qui l'ont fait, elles se présentent toujours avec une décision de changement de nom et de prénom et on peut bien vérifier l'adéquation entre les deux. Et les transgenres, on fait quoi? Si C'est pareil. entre-temps, ils ont changé de... C'est pareil. Une personne qui aurait changé de sexe à l'état civil peut venir avec sa décision de changement. Mais généralement, pour ces cas spécifiques, quand même, la carte d'identité a été modifiée. Mais si ça arrive, vous pouvez bien faire l'adéquation entre l'acte de changement de sexe et la carte d'identité. OK? L'état des cartes en retour. Donc, cette année, on n'est pas sur une année de refonte, c'est-à-dire que tous les électeurs ne sont pas concernés par l'envoi d'une carte d'électeur à son domicile. Pour autant, on a eu certaines modifications de périmètre de bureau de vote sur la mairie du 6e. Donc, tous les électeurs concernés, donc ça va être des électeurs qui changent juste de bureau de vote, mais pas de site, vont recevoir une carte d'électeur. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont reçu leur carte d'électeur là pour cette année. Voilà. Parfait. Donc, ça veut dire que cette carte d'électeur, vous l'avez bien reçue. Donc, pour nous, il y a bien une attache avec la commune. Donc, vous êtes bien inscrits. Il y a des personnes qui ont déménagé. Donc, on a envoyé la carte d'électeur et elle va nous revenir en NPAI.
Donc là, en mairie. Donc elle sera à disposition sur le bureau de vote le 9 juin uniquement. Donc les électeurs qui vont se présenter et qui n'ont pas de carte d'électeur, il va falloir avoir comme réflexe de leur demander s'ils ont bien reçu leur carte d'électeur. Sinon, l'envoyer vers l'employé de bureau de vote qui, lui, va vérifier qu'il ne l'a pas justement en attente. Et à ce moment-là, le faire voter. D'accord? Donc, tous les électeurs qui n'ont pas de carte, bien les envoyer vers l'employé de bureau de vote, parce que nous, on fait un décompte qui est obligatoire sur le nombre de cartes remises sur le bureau de vote. C'est clair? La carte d'électeur? Oui. Mhm. Oui, peut-être. Il est inscrit sur une autre commune. Alors, de toute manière, une nouvelle inscription fait en sorte que l'ancienne soit radiée automatiquement. On ne peut pas avoir 2 inscriptions en tant qu'électeur depuis que les listes sont tenues par l'INSEE. C'est impossible. Alors, Il y a des bouillons, d'ailleurs, il revient, Alors, pour une personne qui aurait déménagé, effectivement, normalement, si la carte, il ne l'a pas récupérée, soit dans sa boîte aux lettres, soit le jour du scrutin, il y a une présomption de radiation. Parce qu'il y a une perte d'attache avec la commune, selon le code électoral. Oui, Martine? Mm. Oui, exactement. Oui, oui. Normalement, sur la carte d'électeur, de toute façon, il l'a reçue et il y a bien son nouveau numéro de bureau de vote, mais peut-être qu'il n'a pas fait attention. Donc ça arrive fréquemment, c'est une bonne remarque. Les électeurs se présentent au mauvais bureau, donc bien faire attention que ça correspond bien à votre bureau de vote. D'accord? Le vote par procuration. Donc sur les listes d'émargement, vous allez avoir derrière chaque électeur donne procuration A à chaque fois que vous allez avoir une procuration qui a bien été validée. Donc, le mandant est celui qui donne la procuration et le mandataire est celui qui la reçoit. Donc, quand le mandataire se présente, il présente un document d'identité et vote. Donc, la mention est bien indiquée, pareil, soit informatiquement, soit manuscritement pour toutes les procurations qu'on aurait reçues donc après le samedi 8 juin. Donc nous, le dimanche matin, on va pouvoir appeler chaque bureau pour faire part des procurations qu'on aurait reçues dans la nuit, parce qu'il n'y a pas de délai pour faire de procuration, donc jusqu'au dernier moment, et dans la journée, on peut en recevoir. Donc l'employé de bureau de vote, il est bien au courant, et on appelle chaque bureau dès qu'on a une procuration à faire apparaître, et encore une fois, lui seul est habilité et peut faire apparaître manuscritement la procuration sur les listes d'émargement. D'accord? Donc, quand un électeur se présente avec une procuration, le réflexe que vous avez, c'est de toute manière de l'envoyer vers l'employé de bureau de vote qui, lui, pareil, les recense toutes et les fait apparaître en fin de journée sur les 2 procès-verbaux. D'accord? Alors, le vote par procuration, on a 3 dispositifs qui coexistent. L'ancien dispositif, le dispositif papier, qui a un CERFA que vous remplissez, et ensuite la validation de l'identité à faire auprès d'un commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Ça, c'était le dispositif classique. Ensuite, depuis 2020, on a le dispositif hybride qui permet de faire sa procuration, sa première partie en ligne, et après de faire valider son identité, pareil, auprès d'un officier de police judiciaire. Et depuis cette année, le dispositif innovant, donc 100% dématérialisé, qui permet de faire le début de procuration pareil en ligne et de ne plus valider son identité, vu que les électeurs peuvent détenir un profil hautement sécurisé via France Identité. On vous rappelle la temporalité pour les procurations. Donc, si le mandant se présente avant le mandataire, il peut voter. Si le mandant se présente après le mandataire, il ne peut plus voter. Et s'ils se présentent ensemble, le mandant est forcément prioritaire.
Pas de questions sur les procurations? Bon, les procurations dématérialisées, il y a un papier ou pas? Les procurations, qu'elles soient dématérialisées en papier, elles doivent apparaître sur votre liste d'émargement. D'accord. Alors, excusez-moi. Juste, j'ai un petit souci. Dites-moi. Vous aviez une question? Oui. Ah oui, donc à ce moment-là, vous l'envoyez vers l'employé de bureau de vote directement. Que la procuration, peu importe, si un électeur vous dit qu'il a une procuration, le réflexe, c'est de l'envoyer vers l'employé de bureau de vote. Les observations. Donc, sur les procès-verbaux, vous pouvez avoir des personnes qui sont habilitées à faire des observations. Donc, tout le monde ne peut pas en faire. Ça concerne la commission de contrôle, un électeur de votre bureau de vote, pas un électeur d'un autre bureau de vote uniquement, et les délégués de liste qui peuvent également faire une observation, et bien évidemment le président ou les assesseurs. D'accord? Il est sur le côté. Vous avez le président, les deux assesseurs et l'employé de bureau de vote à gauche ou à droite selon les sites. Oui, 35 employés de bureau de vote, oui. Donc, généralement, les observations, ça va concerner si un différend survient sur le bureau ou alors voilà, une remarque de la commission de contrôle, comme je vous disais, ou d'un délégué de liste. Clôture du scrutin, donc à 20 h. Le président prononce à haute voix que le scrutin est clos et fait voter tous les électeurs présents. Les portes doivent être fermées. Donc, il prononce bien, les portes se ferment à 20 h. Il demande s'il y a des électeurs qui veulent voter et à ce moment-là, prononce la clôture du scrutin. Ensuite, il ouvre les portes pour procéder au dépouillement avec les scrutateurs qui vont venir dépouiller les bulletins de vote. Donc, le président désigne au moins 4 scrutateurs par table. Il ne faut pas plus de tables de dépouillement que d'isoloirs, mais il peut en avoir moins. Donc, toujours moins de tables de dépouillement que d'isoloirs. D'accord? On ne peut pas en mettre plus. Les scrutateurs doivent être assis et les délégués de candidats et les publics doivent pouvoir circuler librement tout autour des opérations de dépouillement pour pouvoir observer que tout se déroule réglementairement. D'accord? Bon, certains ont déjà dépouillé, donc connaissent un peu comment ça fonctionne. Donc, juste avant le dépouillement, votre rôle, ça va être de compter le nombre d'enveloppes dans l'urne ainsi que le nombre d'émargements. Le nombre d'émargements doit correspondre au nombre d'enveloppes que vous allez trouver dans l'urne. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut recompter. Il faut recompter au moins une fois. Pardon? Vous avez un compteur sur l'urne et vous avez aussi, normalement, tous les compteurs sur les urnes fonctionnent. Normalement, là, ça a été vérifié, c'est bon. Et sur les émargements, il faut commencer à compter un petit peu avant la clôture quand même pour ne pas vous retrouver. Mais vous allez voir avec votre président qui a l'habitude, généralement, il y a des petites techniques pour aller plus vite. Donc, si jamais le nombre n'est pas en adéquation, il faut recompter une fois. Si ce n'est pas le cas, vous appelez la centralisation et nous, vous donnerez l'autorisation de procéder au dépouillement et de faire la mention au procès verbal. D'accord? Donc ensuite, il faut regrouper les enveloppes de scrutin par paquet de 100. Ce qu'on va faire, ce qu'on appelle les enveloppes de centaines pour procéder au dépouillement. Et le président va glisser dans chaque paquet une enveloppe de centaines et inscrire sur la dernière enveloppe non complète le nombre d'enveloppes électorales mises à l'intérieur. Il va signer avec les assesseurs et numéroter chaque enveloppe de centaines et les replacer dans l'urne qui doivent rester visibles. Le dépouillement peut alors commencer. On va vous montrer. Donc là, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, vider l'urne de cette manière. Ça, c'est le meilleur cas pour justement ne pas avoir le même nombre d'enveloppes que d'émargements. Donc, bien les retirer par paquet de 10 et les préparer pour faire les enveloppes de centaines. D'accord? Donc, vider l'enveloppe bien à la main. Donc, faire un tas de 10 enveloppes. Donc là, les enveloppes sont bleues, elles seront de couleur craft. Pardon?
Oui, elles sont toutes petites, donc c'est vrai que pour mettre les formats A4, vous allez voir. Oui. Alors peut-être, oui, effectivement. Mais oui, les enveloppes sont de ce format-là. Mm. Vous avez tous entendu? Oui. Donc, il faut mettre les 100 enveloppes dans l'enveloppe de centaines. Fermer l'enveloppe et tout le monde doit signer, le président et les assesseurs. Hop, signature de tous les membres de bureau. Les mettre dans l'urne. Oui. Pour les 100 enveloppes, bah, vous faites des tas de 10, alors après, vous pouvez vous répartir le travail selon les membres présents. Oui, oui. Après, non, il en faut 100. C'est bien 100 par enveloppe. Stocker les enveloppes dans l'urne et dépouiller en dernier l'enveloppe incomplète. Donc, moins de 100 pour la dernière, forcément. Alors, pendant le dépouillement, le président va remettre 2 feuilles de pointage et une enveloppe de centaines par table. Donc, un scrutateur va être chargé d'ouvrir les enveloppes et de sortir les bulletins. Le deuxième va lire le bulletin à haute voix et les 2 derniers vont procéder au bâtonnage sur les feuilles de dépouillement. Donc, n'ouvrir une enveloppe de centaines par table que lorsque la précédente est intégralement dépouillée. Donc, bien faire attention que dès la fin de la première enveloppe de centaines, l'employé de bureau de vote doit téléphoner en centralisation pour nous alerter pour des premiers résultats. Pardon. Donc, voilà l'exemple imagé. Donc, le président distribue à chaque table l'enveloppe de centaines par enveloppe de centaines, pardon. Donc, le premier scrutateur qui enlève le bulletin de l'enveloppe, le temps au deuxième, qui le lit à haute voix, et les 2 autres scrutateurs qui procèdent au bâtonnage sur les feuilles de dépouillement. Pardon? Alors oui, ce sont des feuilles format A3 recto verso. Parce qu'on a 38 colonnes, mais on a aussi les cases de blanc et de nul. Donc ça fait en fait 40. Voilà. Exactement. Est-ce que vous avez des questions sur le dépouillement? Non? Oui, ça fait oui, ouais, un blanc, ouais. Après, il n'y a pas de la méthode. Chaque bureau décide de sa méthode. Après, c'est peut-être le mieux, oui, de les ranger tout de suite. Et justement, de les ranger de cette manière, les unes sur les autres. Exactement. Plutôt que les unes dans les autres, parce que c'est du matériel qui est utilisé d'élection en élection. Donc, il faut faire attention. Oui? Ah, pardon. Donc, bien faire attention pour le rangement. Donc, voilà, bien les ranger les unes sur les autres par tas de 10 et non les unes dans les autres. Oui, j'y viens. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, le vote blanc est comptabilisé depuis 2014, bien que décompté séparément et annexé en tant que tel au procès-verbal. Il ne compte pas parmi les suffrages exprimés. D'accord? Donc, on qualifie de vote blanc le dépôt dans l'urne d'une enveloppe sans bulletin contenant un papier de couleur blanche dépourvu de toute indication ou une enveloppe blanche vide. D'accord? Pour les bulletins nuls, donc c'est pareil. Sur la qualification des bulletins nuls, il appartient à la majorité des membres du bureau de les qualifier. Sur le procès-verbal et sur la table du dépouillement, vous avez bien tous les cas de nuls réglementairement reconnus. Là, ça a été simplifié en plus cette année, donc c'est beaucoup plus simple. Donc ça va être notamment un bulletin à noter ou un bulletin déchiré ou un bulletin d'un candidat qui ne figure pas parmi la liste des candidats officiels ou un candidat fantaisiste. Voilà, ça arrive à chaque scrutin.
Donc, oui, tout à fait. Donc ça, c'est un bulletin nul, notamment parce que c'est un bulletin qui comporte une mention manuscrite. Donc les enveloppes et bulletins déclarés nuls sont signés par tous les membres du bureau et annexés au PV avec indication de la cause d'une nullité. Donc vous avez des colonnes avec le numéro correspondant. Et les enveloppes et bulletins considérés comme blancs sont signés par les membres du bureau et annexés également au PV. Donc, en cas de doute sur la qualification d'un nul, vous pouvez aussi demander de l'aide à votre employé de bureau de mairie qui peut nous appeler en arrondissement pour qu'on puisse vous aider. Est-ce que certains ont déjà procédé au dépouillement? Donc, vous avez déjà eu des exemples de bulletins blancs et nuls. Donc, c'est plutôt, voilà, vous le voyez quand même, c'est assez flagrant, généralement. Ça vaut pour une voix. Si c'est la même liste, si. Si. Bah, attendez. Voilà, les petits exemples. Donc, 2 bulletins de candidats différents, le vote est nul. 2 bulletins d'un même candidat correspond à une seule voix. Un bulletin et une profession de foi du même candidat, une voix. Et un bulletin imprimé en noir et blanc sur papier blanc ne comportant aucune mention correspond à une voix. Donc, en tant que vote nul, on a les bulletins sans enveloppe, les bulletins non réglementaires, les bulletins annotés et les bulletins déchirés. Pour les bulletins de liste qui n'ont pas été fournis, vous aurez un exemple, un modèle sur chaque bureau pour que vous puissiez justement vérifier. Et sur le vote blanc, donc une enveloppe vide ou un bulletin de couleur blanche sans mention. Est-ce que c'est clair sur la qualification des blancs et des nuls? Oui. Alors, il faut juste vérifier que effectivement, ça correspond bien en grammage. C'est à peu près 3 grammes en format A4. C'est pareil, vous pouvez avoir, parce que là j'y pense sur les candidats qui ne nous ont pas fourni de bulletin, dans la journée, un délégué de liste pourrait se présenter sur votre bureau avec justement des bulletins. Le président doit les accepter s'ils sont bien en format réglementaire. Donc voilà, donc bien faire attention. Format A4, bien évidemment, si vous vous retrouvez avec un petit format ou un format beaucoup plus grand, voilà, c'est non réglementaire. Donc voilà le type d'exemple nul. Donc un bulletin avec une mention manuscrite, un bulletin blanc. Pendant le dépouillement, donc pour chaque centaine, il faut bien vérifier que le total des suffrages exprimés, plus les bulletins blancs, plus les nuls, correspond à 100. Et à la fin de la première centaine, donc l'employé de bureau de vote nous appelle donc la fin de la première enveloppe. Donc si le nombre de signatures ne correspond pas au nombre d'enveloppes, il faut bien l'indiquer au procès-verbal. À la fin du dépouillement, il faut totaliser les résultats sur la feuille récapitulative et l'employé doit également nous communiquer tous les résultats définitifs avant de revenir en mairie. Donc le procès-verbal est établi en double exemplaire et les observations sur les opérations électorales figurent bien dans la partie observation. À la fin, le président du bureau de vote proclame les résultats de manière publique et ils doivent indiquer le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants d'après les listes d'émargement, le nombre de votes annulés, le nombre de votes blancs, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. Donc cette feuille, après, elle est affichée en dehors de chaque bureau pour que les électeurs extérieurs puissent les consulter. Bien sûr. Oui, à l'extérieur de votre bureau de vote, oui. Et après, ils sont également affichés en mairie. Mais voilà, sur chaque site, normalement, vous avez les résultats qui sont affichés par le président. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Voilà, il vaut mieux les mettre à l'extérieur. Parce qu'une fois que l'école est fermée, après, on ne peut plus y accéder. Pour autant, les résultats sont aussi affichés en mairie. Donc, voilà. Oui. Donc, les bulletins sont mis par sort par candidat. Oui. Et ensuite, donc, avant, on remet tous les
résultats, on les remet dans l'enveloppe de centaines, Alors, sans distinction, donc ça se mélange. alors, les enveloppes de centaines ne concernent que les suffrages exprimés. Pour les bulletins qui n'ont pas été utilisés, il faut bien les mettre dans les poubelles. Je veux dire, les différents candidats, Oui. c'est tout mis dedans, dans l'enveloppe. Il n'y a pas une séparation en cas de contrôle. Alors, les enveloppes de centaines, les enveloppes de centaines, Pas payé par candidat. excusez-moi, je ne comprends pas. Non, pas que c'est ouvert. Une fois les enveloppes. Oui. Ah non, bien sûr que non, non, non. Ah non, non, une fois que les suffrages sont exprimés, on n'y retouche pas. Non, non, on les remet dans les enveloppes de centaines. Oui, oui, et on les met dans l'urne. Oui, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour les bulletins qui n'ont pas été utilisés, ils sont bien mis dans des sacs poubelles à disposition et seront jetés. D'accord? Et pour les enveloppes, on remet tous les suffrages exprimés dans les enveloppes de centaines qui seront bien remis dans l'urne. Oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Alors, attention aux signatures, c'est pareil, comme je vous disais, comme vous avez tenu un bureau de vote, vous êtes responsable et d'avoir aussi émargé, vous aussi, les documents obligatoires, donc notamment les nuls, les enveloppes et bulletins nuls, les blancs, les bulletins blancs et leurs enveloppes vides, les listes d'émargement, les PV, l'état nominatif des cartes d'électeurs retirées et l'état initial des cartes en retour. Si jamais il nous manque une signature, malheureusement, on va devoir aller à domicile pour aller chez vous pour récupérer cette signature. Donc, c'est marrant pour personne. Donc, bien évidemment, faire attention d'avoir toutes les signatures réglementaires et obligatoires avant de partir. Exactement, la Bible un petit peu du scrutateur et de l'assesseur informé qui va figurer juste après et qui est bien présent sur votre bureau de vote. Donc, qui signe quoi? Les scrutateurs, pareil, ils doivent signer les feuilles de dépouillement et les feuilles récapitulatives. C'est pareil, donc ils ne peuvent pas partir sans avoir signé ces deux documents. Pour information, l'ensemble de ce document est transmis à la préfecture pour contrôle. Donc, si jamais il manque une signature, on peut également avoir une annulation ou une remarque de la préfecture. Donc, ça serait dommage d'avoir tenu un bureau de vote et après d'obtenir une annulation parce qu'il manque une signature réglementaire. Donc voilà, on en parlait juste avant. Donc, le rappel des signatures qui signe quoi, qui est disponible donc, sur chaque bureau, donc qui résume bien quelles sont les signatures obligatoires à avoir sur quel document de la part du président, des assesseurs, du secrétaire, du délégué et des scrutateurs. D'accord? Après le dépouillement, l'employé de bureau de vote et le président reviennent en mairie pour contrôle avant l'envoi en préfecture. Donc, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur ce qui a été dit? Oui, bien évidemment, je vous envoie le support. Pour autant, pareil, vous pouvez reprendre contact avec nos services ou avec les services du cabinet si vous avez une question ou une interrogation sur la journée du 9. Oui, c'est ça, je vous interrogerai sur le tableau des signatures. Oui, à moi-même, oui. Madame Douai. Exactement. Je vais regarder si on a des questions en ligne. Faut-il présenter? Ah oui, c'est tout bon. Donc, on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? OK. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, on vous attend à 7h45 pour celles et ceux qui commencent dès la matinée sur votre bureau de vote pour tenir le bureau de vote et être présent avec votre président et votre employé de mairie. Oui. Oui, toujours Pignol pour les plateaux repas. Donc, on a bien 4 plateaux repas prévus par bureau de vote pour la pause du midi. Bah, je vous remercie à toutes et tous pour votre attention. Et puis, on se voit dimanche parce que moi, je vais venir faire la tournée aussi pour vérifier que tout se passe bien le dimanche matin. C'est trop compliqué pour moi, j'ai peur de me tromper.
Alors, René, François.